I hope everyone's digesting. My name is Taina Bien-Aimé. I'm the Executive Director of the Coalition Against Trafficking in Women. We're based in New York, but we're global. It's a true honor to be here. I'd like to thank the organizers for this extraordinary Congress to happen, and thank you to everyone for making this possible. Rhiannon Giddens, a genius African-American musician, has a song entitled At the Purchaser's Option about an enslaved girl in the American South. And the chorus is, you can take my body, you can take my bones, you can take my blood, but not my soul. The power and spirit of the groundbreaking Global Survivors March yesterday evoked those words. We honor the survivors in this room and beyond, and the roads that they have traveled. Probably everyone in this room knows that every colonized country, especially my own, the United States, was built on the rapes and prostitution of indigenous, native, and African-descended women and girls. When Christopher Columbus invaded Haiti, where my family is from, in 1492, the first thing he and his men did was to rape and prostitute the native Taino women. It was the beginning of an almost universal, centuries-long, state-sanctioned global capitalization, justification, and marketing of the desecration, prostitution, and femicide of women and girls, which remains at the heart of our current battles at the legislative and social-cultural levels, which this panel will address. Since our illustrious speakers will speak in French and Spanish, I will now revert to French to introduce them. La prostitution est légale ou réglementée sous une forme ou une autre dans 65 pays dans le monde et est donc considérée juridiquement comme un, entre guillemets, travail par ces gouvernements. On estime à 42 millions le nombre de femmes prostituées dans le monde. Une simple recherche sur Internet au sujet de la prostitution nous offre la définition de la prostitution comme, et je cite, une pratique, une activité ou une occupation qui consiste à se livrer à une activité sexuelle avec quelqu'un qui échange une rémunération. Lions cette définition avec celle de l'Organisation internationale du travail, ou l'OIT, qui nous dit que le travail décent résume les aspirations des personnes dans leur vie professionnelle. Il implique les possibilités de travail productif et assurant un revenu équitable, la sécurité sur le lieu de travail et la protection sociale. Avec nous aujourd'hui, nous avons trois brillantes penseuses qui nous aident à cadrer toutes ces questions pressantes et très préoccupantes. Sabine Reynosa, à ma droite, est la représentante du comité confédéral Femmes Mixité de la CGT, la Confédération Générale du Travail. Martine Bécoté a travaillé à la clé et est doctorante en droit et autrice du livre Faire corps, guerre et paix autour de la prostitution en tant que fatalité. Et Amelia Tiganus, une survivante extraordinaire d'Espagne, originaire de Roumanie, qui est la présidente de la FEMAB, la Fédération espagnole des femmes abolitionnistes, et Emargui, et aussi l'auteur de La Revuelta de las Putas. Et avec ceci, je donne la parole à Sabine. Merci. Bonjour. Donc effectivement, je m'appelle Sabine et je ne suis pas venue de France pour vous répéter ce que vous savez déjà et vous le savez bien mieux que moi d'ailleurs. Donc à la suite de bien des générations de féministes et de syndicalistes, je me suis battue contre toutes les discriminations. Je me suis battue pour l'égalité, pour que plus aucune femme ne soit assignée au rôle d'objet au service des désirs et des privilèges les plus patriarcaux qui soient. C'est d'ailleurs tout l'enjeu du droit au travail des femmes. Un travail décent, libre de harcèlement et de violence, comme rappelé par l'OIT avec sa dernière convention. Aïna vous en parler.
Et maintenant, un peu partout, j'entends préconiser l'instauration d'un salariat de seconde zone. Un salariat qui serait privé des protections les plus fondamentales. Droit à la santé, à la sécurité, au respect de l'intimité. Un salariat privé du droit de travailler et gagner sa vie sans avoir à subir humiliations, viols et tortures. Maintenant, un peu partout, j'entends distinguer prostitution forcée et prostitution choisie ou consentie, entérinant ainsi la fiction d'un rapport égalitaire entre dominants et dominés. Mais nous, syndicalistes, nous sommes battus pour interdire salaire de misère, temps de travail excessif ou conditions dangereuses, sans jamais accepter l'argument du soi-disant volontariat. Car nous savons ce qu'une personne en situation de vulnérabilité peut être prête à consentir. Et nous savons que les conséquences des injustices et des abus portent atteinte à la société dans son ensemble. Supporter la violence inhérente à la prostitution deviendrait donc une compétence professionnelle? Quelle serait la formation, les perspectives d'évolution de carrière? Monter dans la hiérarchie du proxénétisme peut-être? Mais qui aspire à une telle orientation professionnelle pour sa fille? Qui a envie de se voir imposer ce type d'emploi pour sortir du chômage? Dans l'histoire de l'humanité, l'abolition de l'esclavage ne s'est pas faite sans recul et sans résistance. Résistance non seulement de la part des esclavagistes d'ailleurs. Pour autant, aurait-on dû négocier le poids des chaînes plutôt que de les briser? De même, normaliser l'exploitation prostitutionnelle reviendrait à ancrer et légitimer dans nos sociétés une vision profondément inégalitaire et injuste des rapports sociaux, en particulier des rapports de genre. Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, en organisation syndicale, n'a de cesse d'alerter. On est à minuit moins le quart, dit-elle. À minuit moins le quart de la prise du pouvoir par l'extrême droite en France et en Europe. Oui, car aujourd'hui comme hier, l'extrême droite avance masquée. Elle avance dissimulée derrière un discours sournois qui séduit parce que construit sur des slogans et sur des concepts volés au camp progressiste. Rien de neuf dans tout cela. Dans les années 30, des forces nouvelles pouvaient se dire, ça et là, socialistes et anticapitalistes. Et une fois les fascistes au pouvoir, l'humanité a goûté leur programme et mesuré leur cynisme. C'est sur l'enfer sur terre qu'ouvrait la formule « le travail rend libre » inscrite au fronton du camp d'Auschwitz. Alors oui, on est à minuit moins le quart lorsque des anticapitalistes banalisent la marchandisation du corps humain et demandent à ouvrir un nouveau terrain de jeu pour la spéculation capitaliste. Lorsqu'une partie de la gauche radicale soutient le lobby prostitueur financé par Bill Gates et autres milliardaires, lorsque des antiracistes ne comprennent pas la dimension raciste et colonialiste de la prostitution, lorsque des féministes justifient qu'en échange de quelques billets, des hommes puissent jouir de dominer et humilier des femmes et des enfants parmi les plus vulnérables de nos sociétés. On est à minuit moins le quart lorsque des syndicalistes se réclamant de la lutte des classes soutiennent le droit qu'auraient quelques privilégiés du système prostitutionnel à continuer à s'enrichir sur le dos de l'immense majorité des victimes. Pour nous, syndicalistes, il est temps de démasquer et de combattre ce concept de travail du sexe. Car derrière les mots se cache le cheval de Troie le plus efficace aujourd'hui pour mettre à bas toutes les conquêtes sociales, pour pousser à l'extrême tous les rapports de domination. Alexandra Kollontai voyait juste lorsqu'elle disait au sujet de l'abolition de la prostitution: pour le prolétariat, c'est l'une des questions fondamentales de la vie, l'un des éléments déterminants de l'avenir. Je vous remercie. Bonjour, merci d'être là. Alors Taina, vous le disiez, j'ai eu l'occasion de travailler à la clé. Ce sont parmi les plus belles années de ma vie.
Et ce qui fait que je suis ici aussi devant vous aujourd'hui, ce sont les survivantes, ce sont elles qui m'ont tout appris. J'ai eu la chance de travailler à leur côté et ce que je sais aujourd'hui est basé sur ce qu'elles ont accepté de partager avec moi. Je les en remercie du fond du cœur. J'étais contente de voir qu'on s'intéresse dans ce très beau congrès au néolibéralisme et au travail. Ce sont des questions qui me passionnent depuis un petit bout de temps. Bon, comme si on avait besoin de nouveaux ennemis, les abolitionnistes, on n'en a pas tellement besoin, mais je trouve que le néolibéralisme est notre nouvel ennemi à combattre parce qu'il est puissant et il est difficile à défaire, notamment auprès des jeunes générations. J'en ai pris conscience la première fois que j'ai entendu une jeune femme de 20 ans me dire « Écoute, je suis jeune, je suis belle, on me désire, pourquoi je baiserais gratuitement? » Je trouvais qu'on avait atteint un autre niveau et je dis que je l'ai entendu pour la première fois parce que je l'ai entendu ensuite à de maintes reprises quand j'ai eu l'honneur de travailler sur une recherche. D'ailleurs, il y a des collègues co-chercheurs dans la salle, je les salue. Une recherche dans laquelle on a documenté l'usage des médias sociaux de jeunes femmes qui avaient eu une expérience de prostitution entre 13 et 18 ans. On étudiait comment elles avaient utilisé les réseaux sociaux avant, pendant et après cette expérience. Et plusieurs avaient intégré cette idée d'un soi entreprise. Et le néolibéralisme, c'est ça, c'est ce qu'il nous pousse à faire, c'est-à-dire que, et c'est la politologue Wendy Brown, je trouve qu'il l'a très bien théorisé, c'est-à-dire que les valeurs, la logique du marché capitaliste, c'est disséminé dans toutes les sphères de notre vie, donc même les plus intimes. Et que dans un tel marché, qu'attendons-nous comme pouvoir les femmes? Notre sexualité. Nous sommes toutes prostituables, c'est pas moi qui ai inventé la formule. Donc, plutôt que de changer les règles du jeu, on va tenter de tirer notre épingle du jeu sans en changer les règles. Et c'est une idée qui peut paraître extrêmement séduisante, notamment pour des jeunes femmes pour qui il y a une demande, elles en sont l'offre. Et je trouve que c'est particulièrement parlant. Le néolibéralisme a le don de prendre de vieilles idées, de les renouveler avec de nouveaux noms très attrayants. On ne voulait plus être des objets sexuels, nous sommes maintenant des sujets sexuels, mais un sujet sexuel qui peut tirer des bénéfices de ça. Donc cette idée du sexe comme d'un pouvoir, je nous invite collectivement à la battre et à la combattre de toutes nos forces, parce que le sexe c'est beaucoup de choses, mais ce n'est pas et ce ne doit pas être pour moi un pouvoir. L'autre volet de cette discussion, le travail. Je suis très inquiète de ce que je vois, de ce que je vois chez les syndicats, particulièrement au Québec, où on n'a pas la chance d'avoir la CGT aussi impliquée et abolitionniste affirmée. Il y a bien la CSN qui a une position abolitionniste au Québec, mais sinon, c'est très timide et on entend de plus en plus un discours pro-travail du sexe. Pourquoi? Parce qu'à la base, quand on est syndicaliste, on veut défendre les personnes les plus vulnérables. C'est dans nos gènes. J'ai eu la chance de travailler dans ce milieu-là. J'étais dans une conférence devant de jeunes syndicalistes. On m'invitait pour mon expérience. Bon, c'est ça, on vieillit tous, hein? Et puis ces jeunes syndicalistes, à un moment, se sont mis à entonner « Blowjob is better than no job ». C'est une des idées les plus terrifiantes. Je l'avais déjà entendu, mais l'entendre entonner dans une salle de 300 jeunes, je me sentais dépourvue parce qu'une discussion sur la prostitution en termes politiques, je me débrouille, on se débrouille toutes. Mais quand on atteint ce niveau où on se dit que c'est mieux de faire une fellation, donc que de ne pas avoir de travail, on oublie toute cette idée de protection sociale collective et ça me terrifie. Donc, je nous invite à vraiment intégrer les comités de conditions féminines de nos syndicats parce que c'est une porte d'entrée pour le camp pro-travail du sexe, parce qu'il y a là une sensibilité envers ce que les syndicalistes appellent de plus en plus les shitty jobs. Et évidemment que la prostitution, c'est une shitty job. Donc, quand on est une syndicaliste, on a envie de donner de meilleures conditions à quiconque a un travail qui est déplorable. Mais
on franchit après des lignes pour lesquelles il est difficile de revenir en arrière après. Donc, je nous invite à être vigilante aussi envers la notion de travail décent. Je vois son influence en droit international notamment, et je trouve que travail décent, déjà on a commencé à le voir dans la littérature scientifique, des pro-travail du sexe s'approprient cette notion-là et disent que oui, on pourra avoir des protections sociales et que ce travail peut devenir décent, qu'il suffit de l'encadrer, qu'il suffit de les laisser faire pour qu'elles s'organisent, qu'elles se syndiquent. Donc moi, je nous invite à rester très prudents par rapport à ces notions de travail décent et de l'OIT, et surtout de ramener toujours le mot prostitution. J'ai pas pu m'empêcher de trouver ça un peu rigolo de voir exploitation sexuelle en français et prostitution en anglais. Je comprends qu'il y a toutes sortes de contextes pour lesquels on doit utiliser le mot exploitation sexuelle, mais tout le monde sait ce que c'est la prostitution. L'exploitation sexuelle, c'est plus vaste, et je trouve que ça nous ramène souvent à la prostitution choisie, la prostitution forcée, et quand on embarque dans cette ligne de pensée-là, on va rapidement vers le travail bien fait, autonome, sans proxénète, et la prostitution. Donc, ramenons le mot prostitution tout le temps. Pourquoi pas victime de prostitution? Je rêve du jour où ce terme va percoler dans le discours, parce que tout le monde sait ce que c'est de la prostitution. Merci. Une dernière chose avant de passer la parole à ma camarade. Je nous invite aussi, pour rester sur le plan des shitty jobs, je vous apprends rien, il y en a pour dire que de toute façon, tous les jobs sont merdiques, que nous sommes exploités de toute façon. Alors toujours ramener les conséquences d'un passage dans la prostitution, parce qu'il n'y a aucun travail, aussi merdique soit-il, qui laisse autant de séquelles, de conséquences physiques, psychologiques, d'isolement, de pauvreté. Donc, ramenons toujours cette idée de conséquences liées à un passage dans la prostitution. Merci beaucoup. Merci à tous. Muy buenas tardes. Voy a intentar hablar despacio para facilitar el trabajo al equipo de traducción. Me va a costar, porque me puede la pasión, pero lo voy a intentar. Es un privilegio y un honor estar en este congreso, compartir esta mesa con mujeres tan brillantes, y no solo la mesa, sino este espacio. Estoy profundamente agradecida y muy honrada. Me siento una privilegiada dentro de la clase oprimida. Voy a intentar ser breve, tengo 5 minutitos para explicaros lo que quiero explicaros. Voy a empezar diciendo que soy hija de la clase obrera, que nací en Rumanía, en los últimos años de lo que era la Guerra Fría, en un mundo socialista donde supuestamente había igualdad entre hombres y mujeres, a igual trabajo, igual salario. Sin embargo, en ese mundo en el que yo nací no se aplicaba la teoría de la diferencia sexual. No había una teoría feminista radical. En ese momento el valor de las mujeres no dependía del trabajo que hacían, sino del hombre que las poseía. Y sobre esto, y en ese hilo, en ese continuum de violencia que se aplica sobre las mujeres, nací yo. Soñaba con ser profesora o médica porque quería enseñar o quería curar. No soñaba con ser la puta de todos y de todas. Las putas no solo somos de los proxenetas, las putas no solo somos de los puteros, ni se os ocurra a los traductores decir a esto clientes. Puteros, panthers, en francés. Hay que inventar una palabra más fuerte para eso. Cuando entró violentamente el capitalismo, el siempre violento capitalismo, entró en los países de Europa del Este,
a ese ser para los hombres, ser para los demás, se le sumó el ser en base a lo que tienes, la mentalidad capitalista. A las mujeres nos fabrican como putas, no tenemos algo en el ADN que nos convierta en putas. ¿Qué nos convierte en putas? En mi libro, La revuelta de las putas, he desarrollado toda una teoría sobre lo que yo considero que es aquello, que no es solo la pobreza, es la violencia sexual sistemática ejercida sobre las niñas y las mujeres jóvenes. El entorno, la comunidad, forma parte activa de este sistema de fabricación de las putas, porque es la propia comunidad la que arroja a los márgenes y deja en una situación de absoluta vulnerabilidad a las mujeres. Y es desde ahí de donde llegamos a ser convertidas no en trabajadoras del sexo, sino en la materia prima, en la mercancía de este negocio criminal que supone el sistema prostitucional, de esta multinacional criminal en la que se ha convertido. Hoy en día soy una eterna aprendiz, me gustaría decir, pero también he intentado siempre alcanzar el nivel intelectual que siempre he añorado, que durante los años que me tuvieron sometida a través de la violencia sexual, la violencia económica, la violencia institucional, todas las violencias que nos atraviesan a las mujeres prostituidas, no pude, porque estaba en modo supervivencia. Y en modo supervivencia veo a las chicas jóvenes con las cuales interactúo en los institutos en los que entro para dar charlas, están en modo supervivencia y no tienen la capacidad de analizar su contexto. El pueblo no solo necesita pan, el pueblo necesita conocimiento. Para hacer la revolución hace falta la ilustración de la clase obrera, de las mujeres y también de los chicos, porque estos chicos están también siendo educados para sostener económicamente al crimen organizado, para convertirse en el brazo ejecutor de lo que es la industria de la explotación sexual. Hoy en día hablamos de un patriarcado neoliberal, capitalista, digital, porque es a través de las redes sociales como fabrican masivamente a nuestras niñas en putas, en supuestamente trabajadoras del sexo. Politizar la experiencia vital me parece importantísimo, porque si no lo entendemos en el contexto político y no lo elevamos a ese rango de experiencia política, no vamos a poder dar las soluciones. Hoy en día las mujeres jóvenes solo aspiran a ser vistas. Que alguien nos vea es una necesidad básica para los seres humanos. Necesitamos ser vistas. Y a nuestras niñas les estamos diciendo que solo existen y solo son miradas en cuanto a que son objetos de deseo sexual. Y esta es nuestra responsabilidad para con ellas. Hacerlas ver, al poder ser con el ejemplo, de que las mujeres somos seres valiosos, somos inteligentes, brillantes, acaloradas también, apasionadas, justas, tiernas y revolucionarias. Necesitan referentes. La pobreza no solo tiene que ver con la pobreza económica. Muchas veces la pobreza intelectual y la falta de referentes es lo que más nos empobrece y nos deja en una situación de alto riesgo a las mujeres. Voy a acabar diciendo algo que me emociona profundamente, porque hoy he conocido a una de mis grandes maestras. Me he encontrado con muchísimas pegas en mi recorrido para llegar hasta aquí, pero desde luego lo que me ha salvado han sido las mujeres que me han dicho: Amelia, la prostitución no es un trabajo, la prostitución es esclavitud. Considerar que la prostitución es un trabajo forma parte de la mentalidad del oprimido que solo lucha por su pan para acallar el hambre del día a día. Y me siento muy afortunada de compartir hoy espacio con muchísimas mujeres brillantes, con mis hermanas, compañeras supervivientes, que admiro tantísimo, porque después de haber sobrevivido al infierno, después de haber tocado el fondo, tenemos la capacidad de levantarnos y exigir un mundo más justo, un mundo bello. Tenemos la capacidad de imaginar un mundo bello después de haber estado en el infierno. En mi libro acabo con una última cita de una muy admirada maestra mía que hoy he tenido la oportunidad de conocer en persona y estoy emocionadísima, que no es otra que la distinguida Catherine MacKinnon. Y elegí su cita para cerrar
mi libro, de tanto, parece que he venido aquí a hablar de mi libro, no vais a entender esta broma, en España sí la suelen entender, tiene otra connotación. Ella me ha enseñado muchísimas cosas, como muchísimas mujeres brillantes, pero elegí cerrar mi libro con su cita, que es privilegiar la libertad sobre la igualdad, la libertad sobre la justicia, no es sino liberar aún más el poder de los poderosos. Es tan valiosa y tan poderosa esta frase. Queremos igualdad, queremos justicia y queremos libertad, pero por este orden, siempre por este orden, porque si no, efectivamente, no vamos a hacer más que poner a disposición de los criminales a nuestras niñas y a nuestros niños. Ellos también se merecen ser educados en valores, en la ética de los cuidados y en la ética del buen trato, para que puedan compartir este mundo como compañeros de este viaje llamado vida y no como opresores y oprimidas, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Solo las mujeres salvarán a las mujeres, y si he llegado hasta aquí es porque las mujeres han visto en mí algo más que un cuerpo a disposición de los hombres. Somos las abolicionistas las únicas que luchamos por la libertad sexual de las mujeres. Queremos poner en el centro el placer, el goce, eso que nos han dicho, que nuestra sexualidad no es para nosotras, sino que es una moneda de cambio para recibir afecto, para recibir protección, para recibir cariño, para recibir dinero. Nuestra sexualidad no es un instrumento, o no debería serlo. Queremos ser libres para gozar, para bailar, para simplemente crecer como seres humanos. Y el trabajo digno y el trabajo de gente es lo que aporta a la vida de los seres humanos. Crecimiento, libertad y sobre todo la conciencia de que existimos por nosotros mismos y no somos instrumentos en manos de otros para obtener fines como puede ser el placer sexual. Muchísimas gracias. Gracias, merci, et thank you à Martine, Amelia, and Sabine. Abolition, today and forever. Thank you.